Et donc en passant par ce sujet, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur l'importance de la flexibilité des enseignants et de l'autonomie des élèves. Donc comment est-ce qu'on peut aider, non seulement les élèves, mais aussi les enseignants? Parce qu'en fait, eux-mêmes ne le vivent pas forcément, puisque quand même les programmes sont faits par d'autres personnes et eux, ils les mettent en place, par exemple. Donc c'est vrai que l'autonomie n'est pas au centre, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer ces structures, où on se sent plus capable de faire ses propres choix et de s'approprier ce processus d'apprentissage? Alors, là encore, la réforme du collège a introduit beaucoup plus d'autonomie au niveau pédagogique des enseignants. Il faut savoir que maintenant, les enseignants, dans chaque matière, peuvent organiser leur enseignement comme ils le souhaitent sur 3 ans, comme je disais tout à l'heure, par cycle. Donc, Mmh. il y a quand même une autonomie pédagogique qui est autorisée. Certes, on a des notions à voir, mais je pense qu'on est beaucoup plus libre quand même dans nos choix Ouais, ouais, ce n'est pas d'enseigner. juste, j'utilise tel manuel et tu vas de chapitre 1 au Alors, chapitre 2, absolument pas. Mmh. non, non, non. Et puis on a le choix aussi. Bon, on a le choix de travailler avec des manuels, comme on a le choix de ne pas travailler avec un manuel scolaire. On peut très bien se créer, nous, Propre ressources. nos supports pédagogiques. Je pense que en fait, on est plus. Le souci, c'est qu'on est plus dans un système qui est figé par rapport aux moyens qu'on nous donne. J'ai envie de dire, c'est vrai on a des locaux souvent un peu vétustes, Mmh. des moyens informatiques qui sont loin d'être excellents et aussi des achats pédagogiques qui sont de plus en plus verrouillés et serrés. Et dès qu'on veut un petit peu sortir de l'ordinaire, moderniser nos façons d'enseigner, bah, on C'est doit, vrai. voilà, on doit s'autofinancer nos outils. Moi, honnêtement, je ne compte pas le nombre de fois voilà, j'ai financé moi-même Mmh. mes petites boîtes, mes petits agendas pour faire des escape games, pour faire des choses un peu plus dynamiques, des travails de recherche. Bon, alors voilà, on a un système figé, je pense, par les moyens. Après, pour les enseignants, la flexibilité, bon, tout de même, on, on travaille avec un public quand même très, très différent. Dans une classe, on a des classes très hétérogènes. On a des dyslexiques, on a des élèves à haut potentiel précoce, on a des élèves qui s'orientent vers une voie professionnelle, on a des élèves qui s'orientent plutôt plus dans une voie générale. Voilà, on travaille vraiment avec Oui. dans une même classe des profils très différents. Mmh. Et, je veux dire, il y a beaucoup aussi de choses qui sont mises en place par l'éducation nationale, comme les PAP, les PAI, donc les AVS, donc les plans d'accompagnement personnalisés, donc PAP, PAI, les plans d'accompagnement individuel. AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Euh, on a quand même une souplesse pour s'adapter et essayer de convenir à des publics quand même très différents. Donc, on a pas mal de réunions, de dossiers, d'informations. On travaille aussi avec des orthophonistes. Quand même, il y a un travail qui se fait vraiment au niveau de la flexibilité dans le sens où on s'adapte à des profils et tout à l'heure, on en parlait, la différenciation pédagogique, elle est quand même mise en place par la plupart des enseignants. Et d'ailleurs, voilà, on n'a pas le choix. Il faut le mettre. Et Mmh. il faut, voilà, on doit adapter. De toute façon, on se doit d'adapter nos enseignements aux différents profils. Les formations permettent, la formation continue permet aux enseignants aussi d'évoluer dans leur enseignement, de les aider justement à être plus flexibles. Moi,
J'anime des formations de liaison premier degré et second degré. D'ailleurs, j'ai commencé les formations dans cette optique. Et je trouve que on a beaucoup à apprendre. Le second degré a beaucoup à apprendre du premier degré. Le premier degré a beaucoup à apprendre aussi du second degré, dans le sens où le premier degré et les enseignants, les professeurs des écoles sont des spécialistes en pédagogie et les enseignants du second degré sont des spécialistes disciplinaires. Et le premier degré est en demande justement d'aide pour consolider leur enseignement disciplinaire. Et d'un autre côté, les enseignants du second degré sont en demande du premier degré pour améliorer leur enseignement sous l'aspect pédagogique. Donc là encore une fois, les formations sont là pour aider justement les enseignants à être plus flexibles. Est-ce qu'il y a des formes de formation autodirigées ou bien plutôt auto-organisées ou des sortes de séances de coaching ou de collaboration justement où tu vois ce type d'échange entre par exemple un enseignant du primaire et du secondaire peut se faire un peu ou c'est totalement informel? Alors, non, non, ça se fait, hein. Ça se fait. Alors, il y a plusieurs types de formations possibles en France. Donc, on a les formations, ce qu'on appelle les formations académiques, donc qui sont proposées sur le site académique. Et en septembre, les enseignants s'inscrivent. Donc, il y a une liste, donc ils s'inscrivent. Donc, ça, c'est sur demande individuelle. Et donc là, en l'occurrence, lorsque je peux, lorsqu'on m'en donne les moyens, je propose une formation liaison premier et second degré. Ensuite, il y a un deuxième type de formation qu'on appelle les formations établissement. Et là, c'est le chef d'établissement sur demande des enseignants qui fait une demande à l'académie pour qu'il y ait un formateur qui vienne dans l'établissement. Et là, par exemple, moi, j'ai déjà, sur demande, je suis intervenue dans des établissements qui demandaient à ce qu'il y ait un moment de rencontre avec les enseignants du premier degré et les enseignants du collège. Et donc là, on travaillait ensemble avec les écoles de secteur. Parce qu'aussi, c'est important de pouvoir se retrouver avec les enseignants qui ont eu les élèves que l'on va recevoir ensuite dans le collège. Et puis ensuite, il y a le troisième cas de figure. Ah non, il y en a encore d'autres, mais bon. Ou sinon, il y en a encore une autre, les formations de bassin, mais bon, là, c'est à public désigné. Donc là, ce sont les inspecteurs qui désignent les enseignants qui doivent suivre cette formation. Mais aussi, on a les formations à distance sur ce qu'on appelle le parcours magistère. Et donc là, on peut s'inscrire de manière tout à fait Individuel en fait. voilà, individuelle. Et là, ce sont des formations vraiment à distance sur une plateforme qui propose de la documentation, des vidéos, des expériences et avec des échanges entre pairs. Les personnes qui suivent cette formation peuvent très bien en des forums d'échange. Mais pour les autres, même les formations en présentiel, en général, en tant que formateur, on ouvre systématiquement ce qu'on appelle un parcours magistère qui permet justement de garder les échanges avec les enseignants pour ensuite voilà, continuer à travailler sur Suivi, ouais. tout au long de l'année et ne pas se voir que ponctuellement Ouais, une fois ouais, dans l'année vraiment un parce impact, que ouais. souvent le souci, mais d'ailleurs ça a été le sujet de mon mémoire quand j'ai préparé la certification pour être formatrice, ça a été comment entretenir sur la durée une formation avec les enseignants et ne pas juste se voir une journée. Tout le monde repart tout plein de bonnes idées et puis ça retombe comme un soufflet dès Ouais, que ouais.
Voilà, dès qu'on reprend le chemin du travail, voilà, on a la tête dans le guidon et on poursuit pas Mhm. le. Voilà, donc les formations, je pense, ont une part importante pour aider les enseignants à, Ouais, à faire bouger les lignes et à modifier leur enseignement. donc ils ont quand même un choix mais plusieurs opportunités différentes. Donc c'est personnaliser un peu plus ou avoir accès à différents types de développement professionnel.